Bonjour à vous. Bienvenue sur la chaîne Histoire et Confession, merci de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune histoire. Les histoires que nous allons partager, inspirées de récits trouvés sur Internet, sont destinées exclusivement au divertissement. Elles ne doivent pas être interprétées comme des encouragements à imiter de tels actes ni comme des discriminations envers des personnes spécifiques. On dit qu'un bon mariage repose sur la confiance. C'est ce que je croyais autrefois. Je m'appelle Mason. J'ai 42 ans, je vis à Santa Rosa, en Californie, et je gagne ma vie en fabriquant des meubles sur mesure, des pièces uniques, sculptées dans du bois récupéré. Je les vends à des hôtels de charme et à des cadres de la tech trop bien payés, qui veulent que leur salon respire l'authenticité. Ma femme, Lena, enseigne les arts culinaires dans un collège communautaire. Elle est vive, magnétique, rayonnante, le genre de femme vers laquelle les gens gravitent naturellement. Nous sommes mariés depuis 10 ans. Les gens nous ont toujours dit que nous formions le couple parfait. Et, pendant longtemps, nous l'avons cru nous aussi. Pour fêter notre anniversaire, nous avions réservé un voyage dans un centre de bien-être aux Philippines. Quelque chose d'exotique, de romantique, censé raviver la flamme. Nous étions englués dans le travail, les horaires, les automatismes, il nous fallait une pause. Ou peut-être avais-je seulement besoin de croire que nous avions encore besoin l'un de l'autre. Nous avons quitté San Francisco un lundi à l'aube. Elle portait ce coffret de bagages bleu pâle que je lui avais offert à Noël. Jogging satiné, haut assorti, cheveux relevés en un chignon négligé, lunettes de soleil posées sur la tête, un café glacé à la main, comme si la nuit blanche à préparer les valises ne l'avait pas fatigué. Je l'ai observée à travers le hall du terminal pendant que j'allais chercher de quoi grignoter. Elle était assise près d'une grande baille vitrée. C'est là que je l'ai vue. Il lui parlait déjà. Grand, bronzé, la trentaine sans doute, habillé comme un influenceur voyage, t-shirt à col en V gris anthracite, sandales de cuir fatiguées. Il s'est penché un peu trop près d'elle quand elle a ri. Et elle a ri à gorge déployée, un vrai rire, pas celui de politesse. Je n'entendais pas leurs paroles, mais je reconnaissais cette inclinaison de tête qu'elle avait quand quelque chose ou quelqu'un captait vraiment son attention. Ce n'était pas un simple échange entre inconnus. Elle était captivée. Quand je suis revenu avec les snacks, elle me l'a présenté. Julian, dit-elle. Ils s'étaient rencontrés dans la file pour récupérer les cartes d'embarquement. Ils se rendaient au même centre de bien-être, ajouta-t-elle avec un sourire désinvolte. Quelle coïncidence, non? J'ai esquissé un rire forcé. Dans l'avion, j'étais côté hublot. Lena occupait le siège du milieu, Julian celui de l'autre côté de l'allée. Nous avions réservé nos places bien à l'avance, elle et moi. Pourtant, à cet instant, j'avais la sensation d'être la troisième roue du carrosse dans mon propre mariage. Je fixais l'écran devant moi, un documentaire que je ne regardais pas, feignant de dormir tandis que l'équipage tamisait les lumières. C'est à ce moment-là que je l'ai remarqué, la façon dont Lena se penchait légèrement vers l'allée pour entendre Julian, sa voix couverte par le vrombissement des moteurs. Leur regard qui durait un peu trop longtemps. Ce geste furtif, presque naturel, il lui effleura le coude alors qu'elle fouillait sous son siège. Elle sourit, mais ne se recula pas. Peut-être que c'était anodin. Peut-être qu'il n'était qu'un voyageur sympathique. Une simple coïncidence. Mais dans mes tripes, ça ne ressemblait pas à rien. Cela avait quelque chose de familier et de faux. Une scène que je connaissais par cœur, mais qui sonnait comme une réplique mal jouée. Je tournais la tête, fermais les yeux, me forçant à dormir. Je n'étais pas prêt à admettre ce que je voyais. Pas encore. Mais quelque chose, tout au fond de moi, me murmurait, ce n'est pas le début des vacances. C'est le début de la fin. Le complexe, pourtant, était un rêve, bungalow vitré posé sur une eau d'un bleu irréel, hamac suspendu entre les cocotiers, chaque centimètre pensé pour faire oublier aux gens ce qu'ils fuyaient. Mais moi, je n'ai rien oublié. Je ne pouvais pas. Lena agissait comme si tout était parfait. Elle prenait des photos de plateaux de fruits tropicaux, de couchers de soleil irréprochables, qu'elle postait avec des légendes comme « Paradis trouvé » ou « Cœur jaune.cœur ». Pourtant, tout en elle semblait trop calculé, son rire sonnait une seconde trop fort, ses gestes étaient une seconde trop tardifs. Comme si elle interprétait son propre rôle. Le premier matin, nous avions prévu un massage en couple. Elle l'a annulé. Une migraine, dit-elle, elle préférait se reposer dans la chambre. Je suis parti sans un mot. J'ai marché seul sur la plage, le sable tiède sous mes pieds,
essayant de me convaincre que j'étais paranoïaque, que j'exagérais. Mais chaque pas dansait autour de la même pensée. L'après-midi, nous étions assis au bord de la piscine. Je faisais semblant de lire un roman de poche qui ne me parlait pas. Léna, elle, faisait défiler l'écran de son téléphone, un sourire accroché aux lèvres. L'angle s'inclina juste assez pour que j'aperçoive un message. « Julien, tu étais incroyable hier soir. Je ne peux pas arrêter de penser à toi. » Elle bascula l'écran hors de vue, mais trop tard. Mon estomac se serra. Elle se leva pour aller aux toilettes du spa. J'attendis quelques secondes. Puis, sans réfléchir, j'attrapai son téléphone, posé là, sur la serviette. Elle n'avait jamais changé le mot de passe. Mes doigts, comme mus par une force extérieure, déverrouillèrent l'écran. J'ouvris les messages. Et là, le fil. Des dizaines de textos. « Julien, cette robe hier soir. Bon sang, Léna, c'est ton problème. Retrouve-moi près des bungalows ce soir. Julien, dis à Mason que tu as besoin de temps pour toi à nouveau. Léna, il va le croire. Il le fait toujours. » C'était comme regarder un accident de voiture au ralenti. Une part de moi voulait hurler, tout casser, jeter ce téléphone à la mer, lui crier sa trahison devant tout le complexe. Mais je ne l'ai pas fait. À la place, j'ai inspiré profondément, verrouillé l'écran, et reposé le téléphone à sa place. Quand elle est revenue, elle m'a embrassé sur la joue, comme si de rien n'était, et m'a demandé si je voulais un autre verre. J'ai hoché la tête. Elle souriait comme une femme en lune de miel. Plus tard, pendant qu'elle faisait semblant de dormir ou dormait vraiment, je ne sais pas, je suis sorti marcher dans la propriété. J'ai repéré Julien, seul sur un transat, un cocktail fluorescent à la main. Il plaisantait avec un barman, rit, jeta une serviette sur son épaule, puis s'éloigna vers les villas privées. Je l'ai suivi. À distance. 1 heure plus tard, je les ai trouvés au bord de la piscine à débordement. Elle portait un bikini rouge, lui était torse nu. Il riait. Proche. Trop proche. Puis, comme si le décor n'était pas déjà assez cruel, il se pencha. Et elle ne le repoussa pas. Ils s'embrassèrent. Je sortis mon téléphone et je filmai. Pas par vengeance. Ni par curiosité. Ni même par douleur. Quelque chose en moi avait basculé. La part de moi qui croyait encore que cela pouvait être sauvé, était morte. Je n'étais plus seulement un mari. J'étais un témoin. Un architecte silencieux. Un homme en train de tracer les plans d'une vérité qui, une fois révélée, ne pourrait plus être défaite. Cette nuit-là, de retour dans notre chambre, Léna est sortie de la salle de bain, enveloppée dans une serviette blanche, les cheveux humides. Elle posa sa main sur son ventre et dit qu'elle ne se sentait pas bien. « C'est peut-être quelque chose que j'ai mangé, » murmura-t-elle. « Je vais me reposer un peu. » Je l'ai embrassé doucement sur le front et lui ai dit de dormir. Puis je suis sorti sur le balcon, mon téléphone en main, et j'ai regardé la vidéo. Encore. Et encore. Chaque rediffusion cimentait en moi quelque chose de froid et précis. Une volonté nouvelle, lucide. Je ne savais pas encore quoi je ferais. Mais je savais comment. Calmement. Méthodiquement. Froidement. Je n'allais pas la confronter. Je n'allais pas hurler, pleurer, supplier. J'allais construire quelque chose. Une vérité qui écrase. Une fin qui ne laisse rien debout. Le lendemain matin, elle me parla à peine. « J'ai des crampes », marmonna-t-elle, les yeux évitant les miens. « Des trucs de femme », ajouta-t-elle d'un ton qui voulait couper court à toute tentative de conversation. Je hochai la tête, docile, comme si je la croyais. Je me penchai vers elle, l'embrassai sur la tempe. « Tu veux que je t'apporte de l'eau ?» Elle hocha la tête, sourit faiblement. « Tu es gentil. » Toujours la même bouteille. Acier inoxydable, bleu poudre, avec une petite bosse sur le côté. Elle ne s'en séparait jamais. Pendant qu'elle ne regardait pas, je dévissais le bouchon et je reniflais l'intérieur. Quelque chose n'allait pas. Une note discrète mais tranchante, une amertume chimique qui flottait sous les arômes de citron. Je ne bus pas. Au lieu de cela, je glissai la bouteille dans mon sac à dos, l'échangeai avec une du mini-réfrigérateur, bien propre, bien sûr. Et devant elle, je simulais une gorgée longue, satisfaite,
avec un sourire fatigué. Elle m'observa avec trop d'attention. Trop présente pour quelqu'un soi-disant affaibli par des crampes. J'attendis que sa respiration devienne lente et régulière sur le lit. Puis, sans un mot, j'activai l'enregistreur de mon téléphone. Je le posai sur la table de nuit, écran vers le bas, lumière coupée. À 21h42, elle se redressa dans le noir, silencieuse. S'étira comme un chat. Puis, sans un mot, elle fila dans la salle de bain. Quelques minutes plus tard, elle en ressortit métamorphosée. Robe noire, sandales plates, petite pochette brillante. Plus aucune trace de douleur, de gêne, ou même de fatigue. Elle ouvrit la porte sans bruit, jeta un dernier regard derrière elle, puis disparut dans la nuit. Je comptai jusqu'à 120. Puis je me levai. Et je la suivis. Julien l'attendait déjà au bar sur le toit. Je les ai vus à travers l'épaisse paroi de verre, assis dans un coin à demi dissimulé, pas tout à fait caché, mais assez à l'écart pour s'autoriser l'intimité. Léna l'a embrassé sur la joue, d'un geste fluide, naturel, presque affectueux, puis a commandé des cocktails. Ils riaient. Leurs gestes étaient synchrones, leur complicité indéniable. Je me suis installé à une table proche, dos tourné, assez près pour entendre sans attirer l'attention. Julien se pencha vers elle et murmura, « Tu es sûr qu'il ne se doute de rien ?» Léna leva les yeux au ciel, amusée, il n'y comprend rien. Je lui ai dit que j'avais besoin de repos. Il m'a pratiquement bordé. Ils rirent tous les deux. Puis Julien ajouta, « Alors faisons en sorte que cette soirée compte. » Ils trinquèrent. Son cocktail à elle était rouge vif, le sien doré et étincelant. Je pris une photo. Discrètement. Une preuve de plus. Puis, tandis qu'il se tournait vers l'océan, fasciné par le scintillement des vagues sous la lune, je me levai, aussi silencieux qu'un fantôme, et je quittai les lieux. Retour à la chambre. Retour au plan. Je fouillai dans la petite pochette de Léna, en prenant soin de ne rien déplacer. Entre son rouge à lèvres et son déodorant de voyage, je trouvai une plaquette de pilules. Pas d'étiquette. À moitié entamée. Le genre de détail qui soulève des questions plus qu'il ne donne de réponse. J'en glissai une dans ma poche, puis je photographiai le reste. Ensuite, je me dirigeai vers la piscine où Julien s'était prélassé plus tôt. Sa serviette était toujours là, posée sur un transat, monogrammé du logo du complexe. Mais dessous, presque caché, je découvris quelque chose de bien plus intéressant, une carte clé. Probablement celle d'une villa secondaire, une chambre qu'il avait réservée à part. Un plan de rechange. Je n'avais pas encore l'intention de m'en servir. Mais je veillais à ce qu'elle disparaisse. De retour dans la chambre, je me suis allongé du côté encore froid de son absence. J'ai ressorti mon téléphone, rembobiné la vidéo, et je l'ai regardé une fois de plus. Sa démarche légère, son sourire tranquille, la manière dont elle avait fermé la porte derrière elle, comme si rien ne comptait, comme si rien ne pesait. La vidéo était horodatée, enregistrée, dupliquée, sauvegardée dans 3 espaces cloud. Je ne documentais plus seulement une trahison. Je construisais un dossier. Une chronologie. Un piège. Et bientôt, lorsque le moment serait venu, j'utiliserais chaque pièce de ce puzzle non pas pour la confronter, mais pour la démanteler. Le lendemain matin, je me suis levé tôt, fidèle à mon rôle. Quand elle sortit de la salle de bain, Léna fredonnait en se séchant les cheveux avec une serviette. Détendue. Fraîche. Comme si elle n'avait pas passé la nuit dans le lit d'un autre homme. Je lui demandai comment elle se sentait. Beaucoup mieux, dit-elle en souriant. Je pense que j'avais juste besoin de dormir. J'hochai la tête, avec tendresse. J'ai quelque chose pour toi. Elle cligna des yeux, surprise. Quel genre de chose? Un cadeau? Je fouillai dans ma valise, puis tendis un petit carton imprimé. Un cours de cuisine gastronomique, aujourd'hui. Une journée complète. Ingrédients locaux. Pratique. Rien que pour toi. Son sourire s'élargit, un peu trop vite. Elle n'avait aucune idée. Tu vas adorer, avais-je dit en lui tendant la brochure. Léna l'examina, son sourire s'étirant doucement sur son visage, mais ses yeux trahissaient un doute à peine masqué. Un sourire poli, perplexe. Tu as réservé ça pour moi? Bien sûr, ai-je répondu. Tu disais vouloir faire plus de choses concrètes,
pas seulement enseigner. Elle hésita une fraction de seconde, ses yeux cherchant dans les miens une confirmation invisible. Se demandait-elle ce que je savais? Ce que je croyais savoir? Puis, comme si elle avait décidé que non, je ne pouvais pas deviner, elle afficha ce sourire qu'elle réservait aux parents d'élèves nerveux ou aux serveurs trop insistants. C'est mignon. Merci. Elle partit peu avant 10 heures, vêtue d'une robe d'été blanche, légère, et des mêmes sandales qu'elle avait portées au bar avec Julien. Elle m'embrassa sur la joue avant de sortir, sans un regard en arrière. Je la regardais s'éloigner le long du sentier bordé d'hibiscus, silhouette immaculée sous la lumière moite du matin tropical. J'attendis. Puis, une fois certain qu'elle était hors de vue, je bougeai. Je savais déjà où se trouvait la chambre de Julien, Villa Douza, tout au bout de la propriété, l'une des suites les plus isolées, celle qu'on vend comme des refuges pour couples en quête d'intimité. J'avais retenu le numéro inscrit sur sa carte clé. Pendant que Léna apprenait à mariner du poisson dans du jus de citron vert et à décorer des assiettes avec des fleurs comestibles, moi, je descendais lentement le sentier étroit menant à la villa privée de Julien. Je ne frappais pas. Je ne m'approchais même pas. Je me contentais de me poster à distance, à l'abri d'un bouquet de palmiers, et j'observais. Vers midi, 2 femmes arrivèrent. Jeunes, blondes, la vingtaine, les rires au perché. Des accents européens, peut-être allemands ou néerlandais. Aucune n'était Léna. Elles saluèrent Julien comme si elles le connaissaient déjà, un baiser sur chaque joue, des rires complices. Il leur servit des boissons. Elles entrèrent. Et ne ressortirent pas. Je trouvai un point d'observation plus stable derrière une haie de palmiers. Mon téléphone en main, j'agrandis l'image. Julien n'avait pas fermé les stores. Peut-être pensait-il que personne ne regarderait. Peut-être s'en fichait-il. Je captais tout. Ils étaient allongés dans des cordes suspendues au plafond, comme des hamacs design. Julien passait de l'une à l'autre avec une aisance d'habitude. Il les embrassait, riait, jouait. Ce n'était pas de l'amour. Ce n'était même pas du désir. C'était un mécanisme. Une mécanique bien huilée. Une routine. Finalement, j'ai cessé de regarder l'image et j'ai simplement écouté. Écouté le bruit lointain, étouffé, de Julien creusant le même genre de tombe dans laquelle il avait commencé à enfouir Léna. Peut-être sans même s'en rendre compte. Ou peut-être parfaitement conscient. J'ai sauvegardé les images sur 3 disques. Une copie dans un cloud privé. Une autre envoyée à mon adresse email personnelle. C'était fait. Ce n'était plus seulement une histoire de trahison. C'était devenu un jeu de preuves, de documentation, de vérité implacable. Un acte de lucidité chirurgicale. Je suis retourné au pavillon principal, j'ai commandé un verre, je me suis assis à l'ombre. Et j'ai attendu. Léna est revenue plus tard, rouge, transpirante, rayonnante de cette joie artificielle qu'on se donne quand on a bien joué son rôle. Elle m'a raconté avoir appris à préparer un plat de riz tropical avec une touche de citronnelle et des copeaux de coco caramélisés. Et toi? Ta journée? Me demanda-t-elle, les joues roses d'un enthousiasme étudié. Relaxante, ai-je répondu. Elle sourit. La mienne a été inspirante. Nous avons tous les deux menti. Mais un seul d'entre nous avait quelque chose à perdre. Le lendemain matin, tout était déjà en mouvement. Au petit déjeuner, Léna s'était installée face à moi, dans une robe portefeuille couleur lavande, aussi fraîche que l'illusion qu'elle tentait encore de maintenir. Elle faisait défiler son téléphone du bout du pouce, nerveusement, un léger tic agitant sa mâchoire. Elle évitait mon regard. « Je n'ai pas bien dormi, dit-elle, presque dans un soupir. C'est peut-être la chaleur, ajouta-t-elle en levant à peine les yeux. Je pris une gorgée de café et hochai la tête avec gravité. On devrait peut-être écourter le voyage. Elle releva enfin les yeux, surprise. Pourquoi? Mon frère a appelé ce matin, dis-je, le mensonge coulant naturellement, quelque chose à propos de maman. Elle ne se sent pas bien. Je pense qu'on devrait rentrer plus tôt. Elle cligna des yeux. Tu es sérieux? Très. Je fis semblant de consulter mon téléphone. Il y a un vol demain matin. J'ai déjà vérifié. Elle hésita. Son regard dériva un instant vers la mer, comme si elle tentait de prolonger quelque chose. J'espérais, tu sais, profiter un peu des derniers jours. Je haussai les épaules,
avec ce demi-sourire résigné que les gens arborent lorsqu'ils parlent de famille. La famille passe avant tout, non? Elle força un sourire. Bien sûr. Nous avons terminé le petit déjeuner dans un silence fragile. Les mots étaient devenus inutiles, voire dangereux. De retour dans la chambre, elle prétexta une fatigue soudaine. Je vais peut-être faire une sieste avant le dîner. Bonne idée, lui dis-je en l'embrassant sur le front. Repose-toi. Dès que la porte de la chambre se referma derrière elle, je me mis au travail. Tous les fichiers et les vidéos, les captures d'écran, les photos avaient déjà été transférés sur 3 clés USB distinctes. J'en scellai une dans une enveloppe matelassée et l'adressai à mon frère aîné, Eli, à Santa Cruz. Une mesure de précaution. Au cas où. Je descendis à la réception et remis l'enveloppe en précisant qu'il s'agissait d'un envoi prioritaire. Le réceptionniste acquiesça poliment. Il n'avait aucune idée. Les 2 autres clés, je les plaçai dans de petits sacs cadeaux, sobres, avec un simple ruban et une étiquette manuscrite, pour vos yeux uniquement. Je les déposai devant les villas des 2 femmes que j'avais filmées avec Julien. Je ne connaissais pas toute leur histoire, mais ce que j'avais vu suffisait. Je me souvenais de leurs compagnons, un Américain et un Britannique croisés brièvement lors du transfert depuis l'aéroport. Il ne faudrait pas grand-chose pour que la vérité sème le chaos. Une clé. Une image. Et le reste s'effondrerait. Après cela, je retournai à la réception et demandai à avancer notre départ. La mère de ma femme est malade, expliquai-je avec sérieux. Nous devons partir demain matin. Le réceptionniste se montra compatissant. Je hochai la tête lentement, dans le rôle du gendre inquiet. Puis je réservai un vol, une ligne directe au départ de Cebu. Un seul passager. Moi. De retour au bungalow, je me mis à tout emballer. Mes affaires d'abord, vêtements, chargeurs, outils, passeport. Puis, méthodiquement, je pliai les robes de Lena, rangeai ses maillots de bain, ses sandales, ses bijoux. J'emballai soigneusement sa valise. Tout, sauf son petit sac à main. Celui qui contenait son téléphone, son argent, son passeport. Ce sac resta avec moi. Je le vidai. Le posai vide sur la table de chevet. Puis je vérifiai, une dernière fois, les pilules que j'avais prises dans sa pochette. Je ne savais toujours pas ce qu'elles étaient. Mais désormais, j'avais un plan. Un rôle à leur faire jouer. Ce soir-là, comme si tout était encore normal, Lena proposa qu'on prenne un dernier verre au bar du complexe. Pour se remonter le moral avant notre vol, dit-elle, avec un sourire presque tendre. J'ai accepté. Avec plaisir. Elle faisait un numéro. Trop souriante. Trop proche. Trop attentive. Elle riait un peu trop fort à mes blagues, passait sa main sur mon bras avec un naturel fin, commandait des cocktails trop colorés, trop décorés. Mais ses yeux revenaient sans cesse vers l'entrée du bar. Elle attendait Julien. Puis elle me tendit une bouteille d'eau, toujours la même acier bleu, petite bosse sur le côté. Tiens, bois ça. Tu as l'air déshydraté. Je pris la bouteille, la portai à mes lèvres, et la renversai volontairement sur la table. Merde, soufflai-je en m'essuyant la main. Je suppose que je suis plus fatigué que je le pensais. Son sourire était tendu, trop lisse pour être honnête. Je vais en commander une autre. Mais j'étais déjà debout, un pas devant elle. J'interpellai le barman et commandai une nouvelle tournée moi-même. Pendant qu'il préparait les verres, je regardais son téléphone vibrer doucement sur la table. Elle y jeta un coup d'œil furtif, mais ne le toucha pas à tendre. C'était devenu un réflexe chez elle. Je posai les cocktails sur la table, tendis le sien avec un sourire. « À nous, dis-je. » Elle leva son verre, le fit teinter contre le mien. Un sourire glissa sur ses lèvres, ironique, presque complice. Un sourire de façade. Aucun de nous ne parla du goût légèrement métallique. Aucun de nous ne mentionna ce qui se trouvait dans les verres. Elle ignorait que j'avais broyé 2 de ses propres pilules, celles retrouvées dans sa pochette, et les avais mélangées à sa boisson. Incolore. Indétectable. Et elle ne savait pas non plus que je ne serais plus là au matin. Le bar était baigné d'une lumière douce et dorée. La brise salée de l'océan caressait notre table comme si elle cherchait à s'enfuir, elle aussi. Lena sirotait lentement. Trop lentement. Elle clignait des yeux, ses paupières plus lourdes qu'à l'accoutumée. Julien arriva avec 15 minutes de retard,
vêtu comme d'habitude, désinvolte à en vomir. Il nous adressa un vague signe de tête, assez neutre pour passer pour un salut universel. Il ne s'assit pas. Il se contenta de traîner près du bar, jouant l'indifférence avec la précision d'un habitué. Quand Léna se leva pour se rafraîchir, elle passa juste assez près de lui pour frôler sa main. Aucun mot, aucun regard appuyé. Des gestes répétés. Un balai rodé. Je les suivis. À distance. Ils ne me remarquèrent pas. Je les vis longer le bâtiment du spa, puis traverser les jardins, se fondre dans les ombres parfumées de frangipaniers. Ils ne se tenaient pas la main. Ne parlaient pas. Il n'y avait rien de tendre, rien de coupable. Juste une mécanique. La même que j'avais déjà filmée. Ils atteignirent la villa. La porte de Julien s'ouvrit dans un léger clic. Léna entra la première. Il la suivit. La porte se referma. Les lumières s'allumèrent. J'attendis. 3 minutes. 5. 10 et puis j'entrai en mouvement. Je traversai les dernières marches, mon cœur froid mais mon esprit calme. Je frappai une fois. Pas de réponse. Juste un silence feutré, collant. J'insérai la carte clé, celle volée 2 jours plus tôt, et tournai la poignée. À l'intérieur, je les trouvais tous les deux, sur le lit. À moitié habillés. Groggy. Confus. Comme tirés d'un rêve étrange et bancal. Pas de cris. Pas de panique. Juste leur regard lent, flottant, se posant sur moi sans tout à fait comprendre. Mais moi, je comprenais parfaitement. Léna tenta de se redresser, mais ses bras cédèrent sous elle. Une marionnette au fil coupé. Julien, encore plus lent, me regarda comme si j'étais un rêve confus, un étranger, un maçon venu réparer quelque chose d'invisible. Je ne dis rien. Je n'en avais pas besoin. Je sortis mon téléphone. Et je pris des photos. Son chemisier déboutonné. Le pantalon de Julien à moitié enlevé. Leur visage flou, les yeux vitreux, noyés dans un brouillard de somnolence. Les verres, toujours à moitié pleins, trônaient sur la table de chevet, témoin silencieux de ce qu'ils n'auraient jamais su nommer. Sur la commode, j'aperçus le téléphone de Julien. Déverrouillé. Erreur de débutant. Je n'eus qu'à faire défiler. Des dizaines de messages. À d'autres femmes. Des femmes mariées. Fiancées. En couple. Des invitations. Des horaires. Des images. Trop d'images. Je copiai tout sur ma clé USB. Un autre chapitre dans un dossier déjà bien rempli. Puis je pris son portefeuille, son passeport, la clé de sa chambre. Je vidai sa valise, tirai chaque tiroir, retournai chaque poche. Je rassemblai ses vêtements, ses chaussures, ses produits de toilette, tout, et fourrai le tout dans le sac poubelle noir que j'avais apporté. Ensuite, je m'occupai de Léna. Je pris son petit sac à main, son embrayage préféré, et en retirai le contenu. Passeport, carte bancaire, téléphone, disparu. Je rangeai les essentiels dans mon propre sac. Le reste, baume à lèvres, miroir de poche, bijoux bon marché, je les éparpillai dans la pièce comme les fragments d'un naufrage. Julien marmonnait maintenant, essayant de s'asseoir, le corps ballottant, les gestes incohérents, comme un adolescent ivre au bord de l'inconscience. Léna, elle, ne disait rien. Sa tête tombait mollement sur le côté. Corps vidé. Corps sans volonté. Bonne nuit, soufflai-je, sans m'adresser à personne. Je quittai la villa, puis retournai au bungalow, en la soutenant doucement, comme un mari bienveillant aidant sa femme malade. Personne ne nous arrêta. Personne ne posa de questions. Pourquoi l'aurait-il fait? De retour dans notre chambre, je la déposai sur le lit. Sa respiration était légère, mais régulière. Son téléphone, son portefeuille, ses papiers, introuvables. Son sac, bouclé, contenait uniquement des vêtements, une crème solaire, quelques effets sans valeur. Pas d'argent. Pas d'identité. À 3h40 du matin, ma valise prête, je me présentai à la réception. Le veilleur de nuit somnolait derrière le comptoir. Je lui souris. Changement de plan. Je m'envole maintenant, dis-je tranquillement. Elle reste encore quelques jours. Il hocha la tête. Aucune question. Pourquoi y en aurait-il?
À 4h15, j'étais en voiture pour l'aéroport. Au lever du soleil, j'étais déjà parti. Et Léna se réveilla seule. Sans passeport. Sans argent. Sans téléphone. Sans mari. Julien, lui, s'éveillerait dans un autre genre de vide. Celui qu'on ne peut pas effacer d'un simple sourire. Un genre de ruine qu'on ne reconstruit jamais. Pas de carte d'identité. Pas de vêtements. Et autour de lui, dans les boîtes de réception et les couloirs numériques qu'il croyait sûrs, j'avais laissé des mines silencieuses, des messages, des images, des fragments de vérité soigneusement disséminés, prêts à exploser dès qu'on y poserait les yeux. Et moi, je n'étais plus en colère. J'étais libre. J'ai atterri à San Francisco un peu après midi. Pas de bagages enregistrés, pas de billet retour, juste un bagage à main, mon passeport, et ce poids étrange, si léger, qu'on appelle l'anonymat. Le droit, enfin, de n'être personne. D'effacer un nom, un visage, une histoire. Au coucher du soleil, j'étais de retour à Santa Rosa. Notre maison était exactement comme nous l'avions laissée. Stuc blanc, volets noirs, les buissons de romarin que Léna oubliait toujours d'arroser, malgré ses promesses de devenir plus attentive au jardin. Je me suis garé à quelques rues de là et j'ai terminé à pied. Capuche relevée, lunettes de soleil sur le nez, non pas pour me cacher, mais parce que j'en avais assez d'être vu. À l'intérieur, je me suis déplacé vite. Je suis allé droit au but. J'ai transféré tous les fonds de nos comptes joints vers un compte distinct, à mon nom. Rien d'illégal. Nos contrats prénuptiaux étaient clairs, tout ce que je gagnais par le biais de mon entreprise restait à moi. Je m'étais assuré que ce point figure noir sur blanc, après notre 2e année de mariage, lorsque Léna avait commencé à poser des questions sur les parts, juste au cas où, avait-elle dit avec ce sourire détaché que je n'avais pas encore appris à traduire. Ensuite, j'ai emballé mes dossiers personnels, mes documents professionnels, mes licences, mes contrats. Le coffre-fort caché derrière l'étagère de la bibliothèque contenait les vraies choses, les sauvegardes de commandes, les contrats signés, les chèques, la clé USB avec la vidéo de Léna et Julien au bord de la piscine. Je l'ai prise. Je n'ai pas pris les meubles. Pas la vaisselle. Pas les souvenirs. J'ai pris ce que j'avais construit. Le reste pouvait pourrir. Puis je suis allé au garage. Cette maison, je l'avais conçue de mes mains. Chaque angle, chaque joint, chaque poutre. Un sanctuaire d'artisans, plafond voûté, éclairage encastré, queue d'aronde parfaite sur chaque tiroir. Un endroit qui me ressemblait. Un endroit que j'avais aimé. Mais j'y avais aussi laissé un défaut. Un point faible caché, connu de moi seul. Derrière la porte d'entrée que j'avais fabriquée sur mesure, une charnière subtile, conçue à l'origine comme une surprise esthétique lors de la dernière rénovation. Jusqu'à présent, purement décorative. Il m'a fallu 2 heures pour l'ajuster. Une goupille d'acier. Une poulie discrète. Une ligne de tension insérée dans le mur. Une fois la porte ouverte à plus de 90 degrés, la tension se déplacerait, et la solive avant éclaterait. Pas un effondrement complet. Mais une fracture bruyante. Dramatique. Irrévocable. Un cri architectural. Impossible à ignorer. Avant de partir, j'ai posé un mot sur la table basse. 3 mots, soigneusement écrits. Bienvenue à la maison. Avec amour, monsieur, puis j'ai appelé le voisin d'en face. Terry, c'était le voisin parfait pour ce genre de choses. Un semi-retraité passionné de drones, de caméras, et surtout de tout ce qui le faisait se sentir utile. Il avait trop de temps libre, mais un cœur volontaire, toujours en quête d'un projet. Je lui ai dit que je préparais une surprise de bienvenue pour Léna, une vidéo souvenir de son retour à la maison. Une mise en scène légère, rien de grave. Il a adoré l'idée. Je la filmerai depuis ma fenêtre du haut, a-t-il dit avec enthousiasme. Parfait, ai-je répondu. Le plan était en place. Au crépuscule, j'étais déjà à 3 heures de route. Mon téléphone éteint. Mon nom effacé de tous les baux, des services publics, des assurances, de l'eau, de l'électricité. Tout disparu. J'ai atterri dans un motel au bord de la route, juste à la sortie de Reno, sous un nouveau nom, Mason Grant. Ce n'était pas un faux nom. Juste un ancien nom. Le mien. Le vrai. Celui d'avant Léna. D'ici la fin de la semaine,
j'avais signé le bail d'une petite cabane dans le Colorado. À 45 minutes de Boulder. Ville calme. Grands arbres. L'air vif et propre. Assez d'espace pour reconstruire. Personne ne me connaissait. C'était précisément ce que je cherchais. Je n'ai pas demandé le divorce. Je n'ai envoyé aucun papier. Je n'en avais pas besoin. C'était à elle de me trouver. Et elle ne le pourrait pas parce que tout ce qu'elle pensait être à elle était en réalité à moi. La maison. L'argent. La vie. Et maintenant, tout ça, c'était descendre. Et quand elle pousserait cette porte, quand elle entendrait le craquement du cadre, quand elle sentirait le plafond vibrer et le foyer se briser au-dessus d'elle, elle comprendrait. Ce n'était pas de l'abandon. C'était un message. 3 jours plus tard, la vidéo de Terry est arrivée dans ma boîte mail. Objet, tu me dois une bière. La vidéo était tremblante, filmée à main levée depuis l'étage, à travers les stores. Mais elle capturait tout. L'essentiel. Lena, tirée par un taxi, l'air épuisé, traînait sa valise à roulettes sur le gravier de l'allée. Pas de maquillage. Les cheveux attachés en arrière, en désordre. Désemparée. Elle sortit ses clés, déverrouilla la porte d'entrée, et entra. Terry zooma au bon moment. Un craquement. Net. Brutal. Puis une seconde de silence suspendu. La solive avant se fractura. Le plafond personnalisé de l'entrée se fissura à son tour, suivi d'un éclat sourd, plâtre, bois, poussière. Une portion du mur du foyer céda, s'écrasa au sol dans un fracas violent. Lena recula en hurlant, les mains sur le visage, trébuchant vers la sortie comme si la maison elle-même la rejetait. Je l'ai regardée 3 fois. Sans satisfaction. Sans colère. Puis je l'ai supprimée. Ce n'était pas la fermeture que je cherchais. Ce n'était jamais la fin qui m'importait. Juste qu'elle comprenne. Une semaine plus tard, un message est arrivé. Un appel manqué. Bloqué. Puis un email. Je ne l'ai pas ouvert. Puis un message à mon frère, Ellie. C'est à ce moment-là que j'ai su, la clé USB était bien arrivée. Elle avait atterri entre les bonnes mains, celles de mon frère Ellie. Il m'a appelé ce soir-là. Sa voix était grave, presque égarée. Jésus, Mason? Tu l'as vraiment fait. Je n'ai rien dit. Je n'en avais pas besoin. J'ai vu les vidéos, a-t-il ajouté, presque à voix basse. Toutes. Un silence. Puis, ça va? Je vais mieux que bien, ai-je dit. Je m'en vais. Il n'a pas posé de questions. Il a juste soufflé, comme si quelque chose retombait. Bien. Tu méritais mieux. Il m'a promis de tout garder en sécurité. Au cas où. Et avec Ellie, les promesses sont des coffres fermés à double tour. À la fin du mois, les rumeurs ont commencé à circuler. Julian avait été hospitalisé à Manille. Agression. Dans la rue. D'après l'une des femmes à qui j'avais laissé une clé, son compagnon avait vu les images, et était allé lui-même lui rendre visite. Le partenaire de la seconde n'était pas loin derrière. Résultat, 2 fractures de la mâchoire. Plus de charme. Plus de discours glissants. Le silence comme nouveau costume. En Californie, Lena avait tenté de sauver ce qui pouvait l'être. Elle racontait à des amis communs que nous nous étions éloignés. Que j'étais devenu distant. Que je l'avais abandonnée et laissée seule dans un autre pays. Mais les mensonges ont des jambes courtes. Et les images ont circulé. Pas sur les réseaux sociaux. Non. En privé. De téléphone en téléphone. Des murmures. Des regards détournés. Des silences plus éloquents que les mots. Et puis, elle a lancé sa dernière carte. Une bombe. Elle affirma qu'elle était enceinte. Et que j'étais le père. Ellie m'a rappelé, un soir, la voix tranchante, elle tend la main, dit-il. Tu veux que je m'en occupe? Fais-le, ai-je répondu. Et il l'a fait. Le test ADN a confirmé ce que je savais déjà. Ce n'était pas moi. Ce n'était jamais moi. Elle avait été négligente. Ou simplement désespérée. Elle croyait pouvoir échanger la pitié contre la rédemption. Même ma mère, qui l'avait toujours aimée,
qui l'appelait, ma fille de cœur, lui a écrit un message sec, d'une seule ligne, n'appelle plus ici. Et puis, silence. Jusqu'à ce dernier vestige. Un message vocal. Sangloté. Fragmenté. Gravé quelque part depuis le jardin de notre ancienne maison, en ruine. Sa voix brisée criait, « Je ne sais pas où tu es. Mais s'il te plaît. J'ai tout perdu. » Je l'ai écouté. Une seule fois. Puis je l'ai supprimé. C'était il y a 3 ans. Aujourd'hui, je vis dans une cabane à l'extérieur de Nederland, Colorado. Une pièce en bois brut, un poêle à bois, un établi. Je fabrique des meubles pour les locaux et les randonneurs. Je bois mon café sur le porche, en écoutant le vent passer dans les pins, au lieu de me battre contre les silences. Parfois, des gens me demandent pourquoi j'ai déménagé ici. Pourquoi un homme de Californie vit seul dans les Rocheuses? Je leur dis simplement, j'avais besoin d'espace. Je ne leur dis jamais le reste. Parce que l'homme que j'étais, le mari confiant, le romantique aveugle, l'idiot est mort quelque part aux Philippines. Enterré sous un bungalow de verre et des couchers de soleil trop parfaits. Et il ne reviendra pas. Pas ici. Pas maintenant. Pas jamais.